Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette séquence qui va concerner les matériaux et on verra un petit peu plus tard les procédés de fabrication avec l'objectif de faire le lien entre les procédés de fabrication, les matériaux. On appelle ça la relation produit-matériau. Alors, je vous présente dès maintenant le document qui sera complété, c'est le document de cours. Il y a donc tous ces éléments-là qu'on va compléter ensemble durant ce cours. Également, je vous présente le TD qui sera à faire un peu plus tard, qui concerne juste l'acier. Pour le compléter, il va être nécessaire de regarder une vidéo que je vous partagerai. Et viendra derrière ça une synthèse qu'il vous faudra compléter à l'aide du cours et de vos connaissances, et peut-être de recherches sur Internet, pour compléter ces deux documents. On va donc se mettre directement sur le cours. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours? On va voir des notions donc, de matériaux, on va voir des notions de propriétés de ces matériaux, également de structure physico-chimique de ces matériaux. Alors on va pas forcément rentrer à 100% dans le détail, l'objectif c'est juste que vous ayez quelques connaissances dans ce domaine. Alors, à quoi ça sert? Eh bien un matériau, ça désigne toute matière qui entre dans la fabrication d'un objet. À ne pas confondre avec un matériel, qui lui va être un outil. Le matériau, c'est ce par quoi est composé le matériel. C'est donc la matière de base qui est sélectionnée en raison de ses propriétés particulières et mise en œuvre en vue d'un usage spécifique. Je reformule. En gros, il n'existe pas de matériau parfait qui est pratique dans tous les cas et dans tous les usages. On va utiliser un matériau pour l'utilisation dont on en a besoin. On ne va pas utiliser tout le temps de l'acier, si alors du bois suffirait. On n'utilisera pas tout le temps des matériaux inoxydables si on n'en a pas besoin. On n'utilisera pas tout le temps du plastique si on a besoin d'avoir de la résistance, etc., etc. À chaque utilisation existe le matériau le plus adapté. Donc l'objectif, donc ça rentre dans le cadre de votre formation, hein, ça je le mets pas à chacun de mes cours, mais cet élément-là en fait ça fait partie de votre référentiel et donc des exigences qui sont demandées pour le cours. L'objectif c'est connaître les caractéristiques des différents matériaux, les grandes familles, savoir quand on s'en sert et pourquoi, et aussi savoir les reconnaître. Donc, je vous laisse compléter sur votre document. N'hésitez pas à faire pause pour pouvoir compléter donc les zones qui sont en rouge et également nous poser des questions sur un minutage particulier de la vidéo si vous ne comprenez pas quelque chose. Il existe 4 familles de matériaux. On généralise. Hein. La première famille, ce sont les métaux. La deuxième famille, les polymères. Alors poly, ça veut dire plusieurs. Et donc, ce sont des matériaux qui sont composés de plusieurs choses. Dans cette famille va rentrer tout ce qui concerne, par exemple, les plastiques. Poly, ça veut dire plusieurs. Voilà. Et mer, en fait, c'est plusieurs éléments. On va rentrer dans le détail pour chacune de ces familles. Les céramiques. Alors souvent, quand on pense céramique, on pense à tout ce qui est poterie, vaisselle. On va rentrer un peu plus dans le détail, on peut voir qu'il existera des céramiques techniques. Et les composites, à chaque fois, ça va être un des éléments mixé avec un autre. On va finalement faire une composition de matériaux. Plus en détail, les différents types de matériaux par famille. Donc, il y a les métaux ou les matériaux métalliques qui, eux, se décomposent en deux familles. Les matériaux ferreux et les matériaux non ferreux. Donc, ferreux, ce qui sous-entend, c'est qu'il y a du fer à l'intérieur. L'acier n'est pas un élément du tableau périodique des éléments chimiques, du tableau de Mendeleïev. L'acier est une composition de fer plus de carbone. Vous verrez ça quand vous regarderez plus en détail le travaux dirigé, le TD, sur l'acier. La fonte également, eh ben, c'est un mélange de fer plus de carbone. Alors monsieur, comment différencier l'acier et la fonte? En fait, ce sont le pourcentage des éléments qui sont mixés à l'intérieur qui permettent de différencier de l'acier et de la fonte. On retiendra que l'acier, c'est inférieur à 2% de carbone, ce qui sous-entend que, mettons qu'on a 99%
de fer, il y aura 1% de carbone. A l'inverse, une fonte, elle, va avoir plus de 2%. Hop, il faut que j'écrive la bonne chose. Je vais effacer ça. Une fonte aura plus de 2% supérieur donc de carbone. Donc il y aura par exemple 97% de fer et 3% de carbone. Vraiment la barrière ici c'est 2%. Ensuite, on a donc les métaux qui vont être non ferreux, l'aluminium, le cuivre, le magnésium, le zinc, le titane et tous les alliages, c'est-à-dire tous les mix de ces matériaux. Les polymères, alors il existe deux familles de polymères, les polymères qui vont être dits naturels, qu'on retrouvera dans la nature, le bois, la laine, le coton, la soie, le caoutchouc, et ce qui est synthétique. On prendra surtout en compte ici ces trois grandes familles, les thermoplastiques, les thermodurcissables et les élastomères. On va donc détailler ça par la suite. Les céramiques on va dire d'usage, usuel, porcelaine, terre, plate, briques, etc. Et les céramiques techniques qu'on utilise beaucoup en mécanique finalement, on pense par exemple aux freins, aux disques en céramique, qui sont des céramiques techniques pour la mécanique et également pour l'électronique. Et enfin, les matériaux composites, comme on vient d'en parler un peu plus tôt, qui vont être à matrice polymère, à matrice métallique ou à matrice céramique. La matrice étant l'élément principal, la base de ce matériau composite. On y reviendra un peu plus tard. Parlons un peu des métaux. Les métaux, leur particularité, c'est qu'ils ont une structure cristalline. En fait, si on zoome avec un... Comment on appelle ça? Si on zoome avec un microscope dans ces matériaux-là, dans les métaux, on verra qu'ils sont formés de plusieurs petits cristaux. Pour comprendre, en fait, tous les atomes ils sont empilés les uns sur les autres et ils forment ce qu'on appelle des mailles. Les mailles, quand on les met les unes derrière les autres, elles forment ce qu'on appelle des grains. Et c'est ce qu'on peut voir quand on regarde de près, des fois, un bout de métal, on peut voir ces grains qui sont disposés côte à côte. Et c'est important, en fait, de savoir ça, même si ça vous paraît être une anecdote, c'est que c'est cette structure en cristaux qui est à l'origine des propriétés mécaniques et physiques connues pour les métaux, c'est-à-dire qu'ils sont solides. On ne va pas rentrer à 100% dans le détail aussi en ce qui concerne le vocabulaire. C'est pas l'objectif de savoir ce qu'est un matériau résilient, élastique, non élastique, un matériau qui va être rigide. Ce sont des termes bien spécifiques et ils ne vous concernent pas forcément. Un alliage, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on ajoute des atomes d'un autre métal. Ainsi, lorsqu'on ajoute des atomes, on modifie l'arrangement de la structure et ça va accroître ou modifier la résistance de ce métal. On peut penser par exemple au bronze, je vais y arriver, si tout à fait, au bronze, qui est un alliage de cuivre plus d'étain. Le bronze, on ne trouve pas le bronze directement comme ça dans la nature, on ne peut pas dire « tiens, j'ai trouvé un atome de bronze », ça n'existe pas. Le bronze, c'est du cuivre plus de l'étain. Le cuivre qu'on trouve dans la nature, c'est Cu, et l'étain, Cn. Sn. Comme je disais, voici les différentes structures. Là, c'est la maille de base d'un atome métallique. On voit que ce sont plein de petites billes, plein de petits atomes qui sont agrégés les uns avec les autres, et cette forme en petits cubes fait que c'est très solide. Et lorsqu'on vient faire un alliage, finalement, on va venir intercaler d'autres petits atomes dans cette maille pour changer les caractéristiques mécaniques. Quand on met plusieurs mailles les unes avec les autres, comme on voit ici, ça forme ce qu'on appelle des grains. Et les grains, c'est ce qu'on voit quand on regarde par exemple de la ferrite, c'est-à-dire du fer pur. Lorsqu'on le regarde au microscope ou même à l'œil nu, on peut le voir sans trop de soucis. Voici quelques éléments qui vont vous permettre de compléter justement la fiche synthèse. Les éléments-là sont à retenir pour certains. Alors l'aluminium, c'est important de le connaître, son symbole chimique est différent de son symbole métallurgique. Alors ne me demandez pas pourquoi ils ont choisi deux normes différentes. Je n'ai pas la raison et je trouve ça dommage. La densité qui est ici, 2,7 kg par litre. C'est la densité en kg par litre. Ça veut dire que si je prends de l'aluminium que je mets dans une bouteille d'1 litre,
Prenons ce récipient par exemple, qui fait à peu près 1 litre. Si je mets si je le remplis complètement d'aluminium liquide, il fera 2,7 kg. Également à retenir le cuivre, son symbole et sa densité. Le fer, très important. Également retenir le plomb. On peut noter ici qu'il a une masse volumique beaucoup plus importante. Et également, qui peut vous être utile dans votre métier, le titane par exemple. Une image qui permet de récapituler les différents types, les grands types de matériaux et comment les reconnaître. On les reconnaît par leur couleur et leurs caractéristiques. Le laiton, il va avoir un peu cette couleur un peu cuivre. Également un peu comme le bronze, alors c'est pas forcément très simple de les distinguer. Le fer, il aura une couleur gris, voire noire. Également la fonte, elle qui sera un peu plus noire, l'aluminium qui sera un peu plus blanc ou gris clair. Voilà. Ça nous donne des indices sur le type de matériau. Si on voit quelque chose qui est rouge, rougeâtre, on est sûr qu'on a affaire à du cuivre, et en aucun cas on pourra dire c'est de l'acier. Également, un autre élément, un autre indice, c'est d'utiliser un aimant. Lorsqu'on utilise un aimant, il va y avoir une aimantation, si possible, entre le matériau métallique et votre aimant, ce qui indique qu'on a affaire à un matériau ferreux. Il comporte du fer. À partir du moment où il comporte du fer, il va pouvoir être aimanté comme ceci. Et du coup, on pourra ainsi éliminer des familles de matériaux et savoir avec plus de détails ce que c'est. Pourquoi c'est important de savoir les reconnaître leur couleur? En connaissant le type de matériau auquel on a affaire, on va aussi pouvoir connaître ses caractéristiques et du coup son usage dans un ensemble. Si on voit par exemple des choses de couleur cuivrée, il y a de grandes chances que ce soit un bobinage ou que ce soit du fil, et donc que ça va avoir un lien avec de l'électricité. Passons à la deuxième famille de matériaux, les polymères. Donc les polymères, on l'a déjà dit un peu en introduction, ils se décomposent en 3 familles. Les thermoplastiques, eux, leur caractéristique, c'est qu'ils vont se ramollir et se déforment à la chaleur. Ils peuvent être refondus et remis en forme un grand nombre de fois. Ils vont même être recyclables. Alors dedans, on a par exemple les polyéthylènes, les polypropylènes, les polystyrènes, les PVC. Alors, vous allez être peut-être surpris, mais si je prends ce gobelet en plastique, c'est donc un polymère, il fait partie de la famille des thermoplastiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, si je le retourne, alors vous le verrez pas forcément à la caméra, c'est bien dommage, mais si vous en avez chez vous, vous pouvez essayer de faire l'expérience. Et il est écrit ici en tout petit, il est écrit PS. PS, c'est le symbole en fait du polystyrène. On croit toujours que le polystyrène, c'est toujours ces petites billes blanches qu'on retrouve dans les cartons pour emballer les téléviseurs ou autres. En réalité, on peut également en faire ce genre d'éléments. Également, on a dit la famille des thermodurcissables. Eux, ils ne se ramollissent pas, ils ne se déforment pas sous l'action de la chaleur. Une fois créés, il n'est plus possible de les remodeler par chauffage. Alors, on a les phénoliques, les époxydes, donc c'est beaucoup de choses qui vont être un peu comme des résines. Et les caoutchoucs, eux, on les reconnaît par leur grande élasticité. Ils peuvent être naturels ou synthétiques. Dans le cas-là, on va avoir tout ce qu'on appelle les élastomères. Je vais ici faire une petite pause pour essayer de vous mettre en place une expérience avec les thermoplastiques. Donc on reprend, bienvenue dans ma cuisine. Simplement en fait ici j'ai avec moi une petite bouteille d'eau qui est dans un matériau qu'on vient de voir thermoplastique. Et donc l'idée c'est que j'ai fait chauffer de l'eau bouillante et vous allez voir ce qui va se passer quand je vais mettre de l'eau bouillante dans cette petite bouteille en plastique. La petite bouteille se ramollit, elle devient toute molle, le plastique fond. Alors l'expérience est mieux sur une grande bouteille, j'en ai pas avec moi, mais l'idée c'est que la grande bouteille va totalement se réduire et va récupérer une forme toute petite. On est venu donc ramollir le plastique, on a donc affaire à un thermoplastique.
Nous revoilà ici, on va pouvoir reprendre la suite du cours. Donc comme on l'a dit, les thermoplastiques, vous avez pu le voir avec la petite expérience. Faites-le chez vous si vous pouvez, avec une grande bouteille d'eau classique, cristalline. On s'en moque de la marque. Elle devrait se ramollir de manière assez extrême et devenir toute petite. Avec mon petit modèle, c'était honnêtement peut-être pas la meilleure solution. Pourquoi les polymères sont quand même différents des métaux? C'est qu'on voit qu'ils ont une structure en chaîne. Ici, on voit, on appelle ça une chaîne carbonée. À chaque fois, on a un atome de carbone qui va se retrouver ici. Et comme ils ont une structure en chaîne, c'est ce qui fait qu'ils sont légers, mais également c'est ce qui fait qu'ils sont fragiles, qu'ils vont être plus cassants, contrairement à la structure qu'on avait vue au début, qui elle était en cube pour les métaux, et qui fait qu'ils étaient beaucoup plus résistants. Différents types de matériaux plastiques. Donc tous ces éléments-là sont faits de plastique. Vous maîtrisez normalement le sujet. Les céramiques. Alors les céramiques, c'est un peu particulier. C'est ni métal, ni polymère. Il s'agit des matières premières les plus abondantes qu'on a sur la Terre, et c'est les matériaux les plus anciens qui ont été utilisés par l'homme. Alors ils ont des caractéristiques qui sont intéressantes. Ils sont durs, ils vont être rigides, et résistants à la chaleur, à l'usure, aux agents chimiques, à la corrosion. Mais il est parfait ce matériau. Eh ben non en fait, comme je l'ai dit en introduction, il n'y a pas de matériau parfait, parce qu'il est très fragile et très cassant. Donc on a l'exemple des terres cuites, de la faïence, de la porcelaine, mais également du ciment et du plâtre. Quelques éléments qui sont faits en céramique, voilà. Enfin, on termine sur les composites. Les composites, c'est un composé d'un matériau de base qu'on appelle une matrice. La matrice peut être un polymère, peut être un céramique ou un métal. Et à cela, on va venir y ajouter des fibres ou des agrégats d'autres matériaux. Finalement, on peut combiner au mieux les avantages des deux matériaux. Alors, l'exemple le plus parlant, c'est le béton armé. On a le béton qui va être finalement la fibre ou l'agrégat, tandis que l'armature métallique va être la matrice. Les pneumatiques, on va voir dans la photo juste après, on a de l'élastomère, on a de la toile et on a du fil d'acier, faisant ainsi un matériau composite. La fibre de verre, la fibre de carbone, dans lequel on va mettre du carbone, de la résine, différentes couches, sont des matériaux composites. Si on regarde à la page suivante, ici, on voit qu'on peut avoir une matrice organique, métallique, céramique, et à chaque fois, on va venir y rajouter un renfort. Donc quand on a par exemple des gilets pare-balles qui eux sont en Kevlar, il s'agit en réalité de matériaux composites. On a du tissu, on va avoir, il me semble, des éléments en acier à l'intérieur, et c'est cette accumulation de différentes couches qui fait que c'est léger, mais que c'est aussi très résistant. On vient juste de découvrir, il y a quelques années, les matériaux composites et leurs caractéristiques, avec l'arrivée d'éléments en fibre de carbone, et l'avenir se tourne effectivement par ces composés de matériaux qui eux sont très intéressants et qui commencent vraiment à se développer énormément. Donc quelques exemples, comme on en a parlé, les pneumatiques, le béton armé, et également on voit ici des couches d'isolation, on va voir une partie en bois ou en carton, accompagnée d'une mousse pour faire ces matériaux composites. L'image que je veux que vous gardiez en tête concernant le matériau composite, c'est l'image du sandwich. Vous avez le pain, peut-être voilà, du beurre, vous faites comme vous voulez votre sandwich, et du jambon à l'intérieur. Le pain, finalement, ça va être l'agrégat, l'élément en surplus, et le jambon, qui va être ici la matrice, notre élément de base. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir des matériaux composites. C'est tout ce que j'avais à vous dire concernant les matériaux. Donc je vous invite à compléter ce cours, à également regarder la vidéo sur le TD concernant l'acier, et également à compléter la synthèse et retenir que les matériaux, ils ont 4 familles, métaux, polymères, céramique, composite. Il n'y a pas de matériau parfait, on le prend selon son usage. À bientôt.